Vu sous l'angle d'objectifs de droit ou de liberté, que sais-je encore, la sécurité, fût-elle interne ou frontalière, demeure fondamentale du point de vue social, économique et politique. En France, le projet de budget pour 2017, présenté mercredi par le gouvernement, prévoit une hausse des dépenses de l'État, des effectifs principalement au ministère de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense. L'enveloppe dévolue donc aux missions de police, de justice ainsi que à la défense augmentera ainsi de 2 milliards d'euros dans le cadre des mesures de sécurité décidées après les attentats, avec notamment une hausse de près de 300 millions d'euros pour la justice et de 600 millions d'euros pour la défense. Les pays africains, mesdames, messieurs, quelle est la part de pourcentage dédiée donc dans le budget de votre pays à la question de la sécurité? La sécurité est-elle une priorité dans les politiques de gestion des États en Afrique? Si oui, ou si entre-temps c'était le cas, quelle est donc sa part? Vous êtes donc sur l'émission Angle de vue et c'est bien sûr sur la télévision SICA que cela se passe. La sécurisation des espaces frontaliers est l'axe principal donc de l'émission du jour. Le premier débat portera donc sur ces enjeux pour le Bénin et pour beaucoup de pays africains. En second lieu, on verra si la maîtrise serait donc un moyen de maîtriser également les rébellions qui naissent surtout au niveau des zones frontalières. Mais avant donc d'accorder la parole à nos invités, voici ce qui fait l'actualité sur le continent et dans le monde. Voici le flash. Amnesty International accuse les forces gouvernementales soudanaises d'avoir procédé cette année à plusieurs attaques chimiques qui ont tué des civils dans une zone montagneuse du Darfour, dans l'ouest du Soudan. Dans un rapport publié jeudi, l'ONG affirme qu'au moins une trentaine d'attaques à l'arme chimique ont été perpétrées entre janvier et septembre sur des villages de la région du Djebel Mara dans le cadre d'une vaste campagne militaire contre les rebelles. Le peuple israélien se prépare à se recueillir sur la dépouille de Shimon Peres et à recevoir les dirigeants de la planète aux obsèques du prix Nobel de la paix, ancien président, figure historique décédé mercredi à 93 ans. La vague d'émotion qui a déferlé sur Israël s'est prolongée jeudi quand le corps de Peres a été exposé pendant 12 heures à l'extérieur du Parlement à Jérusalem pour que les Israéliens disent adieu à Shimon. Le président philippin Rodrigo Duterte a affirmé mercredi sa volonté de mettre fin aux exercices militaires conjoints avec les États-Unis, ce qui pourrait refroidir encore plus les relations entre les deux pays, alors que Duterte avait qualifié Barack Obama de fils de pute. Il s'exprimait à l'occasion d'une visite de 2 jours au Vietnam en présence de plusieurs centaines d'expatriés philippins. Voilà, le plateau de votre émission Angle de vue de ce jour reçoit pour vous deux personnalités. Marcel Haïté Baglo, universitaire, directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières. À ce titre, vous avez contribué à la promotion de la coopération transfrontalière et à la sécurisation des espaces frontaliers dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Vous êtes par ailleurs fortement impliqué dans la création d'une unité d'élite de la police nationale, unité spécialisée de surveillance des frontières USSF et de la révision de la politique sécuritaire du Bénin. Monsieur Marcel Baglo, bonjour. Bonjour. Merci donc de répondre à notre invitation. Merci. En face de vous, c'est le professeur Simon Narcisse Tombeti, expert en réforme du secteur de la sécurité RSS. Monsieur Tombeti, merci également de répondre à notre invitation. Avec plaisir. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec ces invités que nous ferons donc le débat sur l'émission Angle de vue de ce jour, juste après cette virgule. On va faire un peu d'histoire. Déjà en 1989, M. Tombeti et M. Baglo, à partir donc d'un foyer de désordre, foyer anthropique en quelque sorte, bien à la frontière ivoiro-libérienne s'est développé un conflit qui touche quelques 6 pays concernant donc en fait toute l'Afrique de l'Ouest, implique les ex-puissances coloniales à la limite et attire l'intervention des États-Unis. Alors, loin des thèses réductrices expliquant la déstabilisation par la volonté de puissance du président du Libéria d'alors, Charles Taylor, je veux dire, alors par un clan co-comploteur de Burkina Faso, la Libye,
ou par de puissants réseaux comme la France-Afrique. L'analyse voudrait décrypter les enjeux de l'ethnicité en termes de spatialité également, marquée par les mouvances de groupes. Enfin, réfléchir du moins à l'autonomisation partielle des mécanismes de guerre. Est centré au relief spécifique, marais, montagnes, forêts, zones isolées, comprenant parfois et aussi des ethnies minoritaires dans des lieux où l'autorité de l'État est la plus faible la plupart du temps. La rébellion naissent souvent au niveau des extrêmes des États africains, pour du moins c'est ce que nous avons constaté jusque-là. Monsieur Baglou, pourquoi la plupart du temps, c'est là où l'autorité de l'État n'est pas affichée qu'on note les rebelles? En fait, c'est tout à fait normal, parce que nous avons remarqué dans les pays africains, en général, que la sécurité se pense seulement pour les grands centres urbains et que les périphéries, c'est-à-dire les zones frontalières, sont complètement délaissées. Alors quand vous faites un vide, d'autres l'occupent. Et quand tu es sûr que pendant 10 ans, pendant 5 ans, tu peux rester quelque part, préparer des choses et que personne ne puisse intervenir, alors on a tout le temps de s'organiser. Donc les rebelles ont le temps de se réunir dans une zone, de développer leurs activités dans cette zone-là et de pouvoir maintenant se mettre en place. Mais ce qui est très important, c'est que tout cela se fait sur un terreau de pauvreté extrême, un terreau d'indignation, un terreau de révolte de ces populations-là. En effet, les zones frontalières sont des zones qui sont dans presque tous les pays africains, des zones délaissées, oubliées, enclavées, marginalisées. Et ces populations qui n'ont rien de l'État, qui ne bénéficient d'aucune attention des pays, sont obligées de se tourner vers les pays voisins. Pourquoi? Parce que de part et de la frontière, c'est les mêmes peuples. Et quand certains se voient bien entretenus et que les autres n'ont rien, on pense que cet État est contre ces ethnies-là. C'est tout passe. Donc, les rébellions. D'abord, vous avez ce qu'on appelle la frustration. Ça commence par de la frustration. On va revenir aux conséquences et aux causes profondes donc, de ce malaise-là. Alors, M. Tometi, selon vous, pourquoi cette attitude des autorités à abandonner ces zones frontalières? Très bien, c'est un abandon inconscient. Inconscient, vraiment? Oui, c'est un abandon inconscient parce que la plupart de nos pays adoptent un schéma de développement axé sur le secteur, non sur le territoire. Et quand vous faites la cartographie de tous les États en fragilité institutionnelle, vous constatez quoi? Il y a rébellion à cause de l'échec de l'aménagement du territoire, à cause de l'échec de la décentralisation, l'échec de la déconcentration. Ça, c'est l'approche territoriale expliquant les rébellions. Deuxième chose, nous avons le comportement des dirigeants au sommet de l'État. C'est-à-dire que de plus en plus, nous avons des dirigeants qui manquent de scrupules. C'est-à-dire, si nous prenons le cas du Bénin, par exemple, l'article 8 de la Constitution dit « La personne humaine est sacrée et inviolable » et à ce titre-là, il faut lui donner de l'eau, de l'éducation, de la santé. On retourne encore à l'aménagement du territoire. Donc vous avez beaucoup de territoires à la lisière de nos frontières qui ont accès difficile, pour ne pas dire très difficile, à ces éléments constitutifs du bien-être. Un autre aspect très important, c'est que nos corps militarisés, j'entends l'armée, la police, la gendarmerie, sont des corps à fonctionnement encore colonial, à fonctionnement un peu colonial. C'est-à-dire que nous sommes dans un schéma colonial de la sécurisation de nos territoires. Et cela voudrait dire que les relations entre les populations et les hommes en uniforme, c'est des relations hiérarchiques. Vous allez voir les populations qui appellent gendarme ou un policier chef. Pourquoi chefferie? Chefferie nous renvoie à une démarche de domination, veut écraser. Voyez. Alors qu'il suffit d'appeler l'homme en uniforme, par exemple, autorité, ça suffit. Mais il n'y a qu'une relation hiérarchique entre les populations et les hommes en uniforme. Lié toujours aux hommes en uniforme, il y a aussi la qualité de leur formation. Vous voyez, les hommes en uniforme sont formés au Bénin, et comme dans la plupart de nos pays africains, pour travailler sur les effets de l'insécurité, non sur les causes de l'insécurité.
les causes de l'insécurité viennent de tous les secteurs. Ça vient de l'éducation, ça vient de l'enclavement, ça vient de l'insécurité alimentaire, ça vient du chômage, ça vient d'une formation universitaire ou au secondaire ou au primaire de mauvaise qualité. Lorsque, au cours primaire, par exemple, on affiche des 100% de taux d'échec au CPE, les gens n'établissent pas le lien entre ce taux d'échec massif avec le basculement de ces jeunes-là dans l'insécurité. Vous voyez, mais les hommes en uniforme ne sont pas préparés à faire une analyse holistique de la sécurité. Vous comprenez? Donc, ils ont une approche très juridique de la sécurité, ce qui est totalement déphasé. En dehors de ça, c'est que dans leur formation, on ne leur enseigne pas ce qu'est le développement local, ce qu'est la gouvernance territoriale. Alors que la gouvernance sécuritaire n'est que la 6e dimension de la gouvernance territoriale. Et pour terminer, c'est la mondialisation de l'économie aussi, qui est le grand portail de production de l'insécurité dans le monde aujourd'hui. Ah oui, on va en parler tout à l'heure. Donc, que pense M. Baglo que cette conception de la sécurité est même source d'insécurité? Oui, c'est normal, parce que quand vous n'intervenez pas sur le fondement même de la sécurité, vous ouvrez la voie à tout. Et par exemple, je vous donne le cas très simple. Aujourd'hui, dans les zones frontalières du Bénin, avant 2009, il y a des villages entiers qui n'ont pas droit à un seul point d'eau. Ils sont obligés de se déplacer, de traverser la frontière pour aller chercher de l'eau à boire. Alors que l'accès à l'eau est garanti par la Constitution. L'accès à l'eau est garanti par la Constitution. Il y a des zones qui sont enclavées, ils sont coupés du Bénin, du Nigeria par exemple, pendant 5 mois dans l'année. Ils sont obligés de vivre sur eux-mêmes. Dans cette zone-là, tout délinquant qui arrive, qui s'installe, devient le chef du secteur. Et souvent, l'on pense que les populations frontalières sont complices des grands délinquants, alors qu'en fait, ces populations sont des victimes. Il n'y a personne pour les protéger. Il n'y a personne pour garantir leur sécurité. Alors, ces personnes sont obligées de se soumettre à ces grands délinquants et voir sous leurs yeux se développer la grande délinquance. Voir sous leurs yeux se développer des abus et ne peut pas réagir. Je prends le cas, par exemple, de secteurs, je ne veux pas citer de notre pays, où la plus grande spéculation, c'est la culture du chanvre indien et la commercialisation du chanvre indien. Au vu à la base de tout le monde. Mais personne ne peut réagir tant qu'on n'a pas des forces de sécurité dans la zone pouvant assumer la sécurité des populations qui éducatrices. Résultat, dès que les GCSF sont installés dans la région, après 1 mois, par semaine, on a 2 tonnes, 3 tonnes de chanvre indien qu'on sortait de ce secteur-là. Et pour autant, la police, quand même, espionne. Non, parce que c'est des secteurs que personne, c'est des secteurs laissés à eux-mêmes. Ces secteurs sont laissés à eux-mêmes. Parce que personne n'y va. Si je vous donne un cas, à moins de quelques kilomètres d'ici, pour aller de Kétou à Yoye, vous ne pouvez pas pendant 3 mois, 4 mois. Il faut faire un grand détour par le Nigeria. Parce qu'il fallait un petit pont. On ne l'a pas fait. Plus grave, quand on fait le ciblage de la pauvreté, parce que ces zones sont inaccessibles, parce que ces zones ne sont pas connues, ces zones qui sont les plus pauvres de notre pays ne sont pas prises en compte dans les ciblages. Attention, quand on parle de quelles sont les zones les plus pauvres, on ne tombe jamais sur ces zones-là. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez à Sebana, vous allez voir des zones où les gens n'ont même pas un point d'eau dans un village. Dans tout le village, il n'y a pas un seul point d'eau. Et c'est ce que M. Narcisse Tombeti déplorait tout à l'heure lorsqu'il cite quelques éventuelles causes de frustration qui naissent donc à la base donc des rébellions. Alors, à partir de cet instant, quels sont les volets qu'on peut prendre en compte lorsqu'on parle de la sécurité des frontières? C'est-à-dire qu'en matière de frontières, d'abord, les espaces frontaliers sont des espaces très sensibles. Parce que c'est des espaces refuges dans lesquels les délinquants peuvent provenir du pays voisin pour organiser la violence à partir du territoire de notre pays et vice-versa. Donc, premier élément, c'est qu'il faut avoir une approche territoriale de la gestion sécuritaire dans les espaces frontaliers et non une approche par corps. Ça veut dire quoi? Il faut décloisonner les corps. C'est-à-dire, dans une commune frontalière, on doit avoir un plan de travail qui intègre à la fois les militaires, les gendarmes, la police, les eaux et forêts, et aussi les corps de la sécurité zoosanitaire, c'est-à-dire les vétérinaires,
Vous savez, il y a beaucoup de produits dangereux qui circulent par le canal de la médecine vétérinaire. Pareil aussi pour la sécurité phytosanitaire, parce qu'il y a des produits dangereux qui sont utilisés pour le traitement des plantes. Pourquoi j'insiste sur ces types de police zoosanitaire, police et phytosanitaire? Vous allez voir que dans les grands pays, les laboratoires sont impliqués dans le système de sécurisation du territoire pour savoir quels sont les produits dangereux qui sont en circulation dans le pays, parce que ces produits peuvent être utilisés pour fabriquer des bombes. Je sais pas, déclencher une insécurité à base bactériologique, par exemple. Donc, c'est pas seulement par le fusil qu'on peut fragiliser la stabilité d'un État. Hein? On peut faire circuler certains produits chimiques très dangereux. Et c'est pourquoi nous devrions décloisonner, les corps militarisés, paramilitarisés. Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est très possible. L'armée, la police, la gendarmerie sont sous l'autorité du politique. C'est que nos politiciens... La collaboration n'a jamais été facile. Non, parce qu'on n'a jamais travaillé la collaboration. C'est-à-dire, après les indépendances, nous ne nous sommes pas posé une seule question. Quel type d'armée, quel type de police ou de gendarmerie ou quel type de système sécuritaire il nous faut pour quel type de développement du Bénin? Nous ne nous sommes jamais posé cette question. Les hommes en uniforme restent entre eux pour définir leur politique, les civils restent entre eux pour définir leur politique, alors que, quelle que soit la politique sectorielle, il y a toujours des implications sécuritaires. Vous prenez le secteur de la santé, vous prenez la politique de la santé, vous allez voir qu'il y a une dimension sécuritaire. Vous prenez l'agriculture, il y a une dimension sécuritaire. Vous prenez le commerce, le transport, il y a une dimension sécuritaire. Dans quoi vous n'avez pas la sécurité? Comme nos hommes en uniforme ont aussi une approche très cloisonnée. C'est des gens qui fonctionnent en enclosure, mais c'est dépassé. Vous voyez, aux États-Unis, ce sont les grands universitaires, les grands chercheurs qui parlent de la sécurité. L'école de guerre aujourd'hui, elle est ouverte aux civils. Pourquoi ici, les militaires, les policiers, les gendarmes ne peuvent pas s'associer aux intellectuels civils pour débattre des questions de sécurité? Ils restent entre eux. Moi, j'ai fait 2 ans. Mes collègues, c'était des généraux. Général français. J'ai été évalué même pas un général de division et une anthropologue, moi. Mes collègues, c'est des colonels belges et puis quelques Africains, généraux, colonels. Mais dans mon propre pays, dès lors, les gens ont des étoiles. Il faut le rappeler qu'à ce moment-là, vous travaillez en Centrafrique. Mais j'étais expert de l'Union européenne pour la réforme du secteur de la sécurité en Centrafrique. Donc j'ai cartographié tous les mouvements de rébellion en Centrafrique. Et j'étais expert en ce qui concerne la régionalisation du développement. Donc j'étais à la fois sur les aspects sécuritaires, donc militaires, et sur les aspects civils du développement. Donc, comment réorganiser l'administration territoriale, comment donner de l'eau, la santé, l'éducation, avoir une bonne administration locale. J'ai travaillé sur tout ça. Et en plus de ça, j'ai travaillé sur la dimension transfrontalière de l'insécurité. Parce que j'ai travaillé sur le Salamat au Tchad, le sud-est du Tchad. Il y a des braconniers qui venaient en Centrafrique avec des cargaisons de munitions et des armes de guerre. Ça, il faut le savoir, que par la transhumance aujourd'hui, vous avez une circulation terrible des armes de guerre. Donc j'ai travaillé aussi du côté du Darfour, là c'est les Janjaouides, c'est aussi des éleveurs transhumants, mais qui ont la spécialité d'aller à cheval, mais avec des armes de guerre. Vous savez, avec la guerre du Darfour, eux ils alimentent tous ces pays-là d'armes et de munitions sophistiquées, ils n'ont pas d'état d'armes pour tuer, ils tuent. Alors, en dehors de ça, dans cette zone frontalière entre le Tchad, le Soudan et la RCA, il y a un triangle là que nous appelons le triangle de la mort. Et c'est dans ce triangle-là qu'on organise aussi l'abattage des éléphants, des rhinocéros, et pour convoyer les défenses vers les pays asiatiques. Donc, dans les espaces frontaliers, vous avez une concentration de toute forme de criminalité possible. Alors, M. Bagua, à partir de cet instant, peut-on dire que les sécurités, surtout la question de la sécurité en Afrique, telle que c'est organisé, fragilise les États? C'est sûr. Ça fragilise les États et je crois que de plus en plus, beaucoup de pays ont quand même pas réfléchi maintenant à gérer cette sécurité de façon holistique. Beaucoup de pays ont repris par exemple des réformes du secteur de la sécurité. On a parlé de la Centrafrique, il y a le Sénégal qui est là-dessus, il y a la Côte d'Ivoire qui est là-dessus. Donc presque tous les pays ont compris aujourd'hui qu'avec la mutation des menaces, les menaces d'aujourd'hui, ce n'est plus les menaces de 1960. Donc il faut dépasser cela. Je crois que même au Bénin, des initiatives ont commencé par
et pas se faire, et pas faire jour. Est-ce que vous pensez que ces États, surtout africains, surtout le Bénin, que vous évoquez par exemple, ont les moyens de réorganiser la sécurité? Oui, on a les moyens. D'abord, il faut se doter d'une politique. Il faut se doter d'une politique et savoir qu'est-ce qu'on fait, quand et comment. On assiste toujours. Quand on n'a pas cela, on ne peut pas. Apporter leur assistance et ça prend du temps. Non, je crois que le gouvernement peut faire son travail. Les partenaires accompagnent le gouvernement. Les partenaires ne font pas la place du gouvernement. Donc, le gouvernement est en train de prendre donc, ces dispositions pour aller dans ce sens-là. Vous allez voir aujourd'hui que vous voyez dans les rues, les militaires, les policiers, les gendarmes ensemble. Il y a 2 ans, ce n'était pas possible. Il y a 3 ans, ce n'était pas possible. Donc, ça a commencé. Je crois que tout doit partir comme l'a dit Narcisse, on doit pouvoir s'asseoir pour dire que faisons de notre sécurité aujourd'hui. Nous l'avons fait, nous, pour les espaces frontaliers. Et pour les espaces frontaliers aujourd'hui, nous avons développé un outil qu'on appelle les plans locaux de sécurité. Et ces plans locaux de sécurité mettent ensemble les gendarmes, les policiers, les militaires, les douaniers et les collectivités locales, les archevêques traditionnels, et tout le monde travaille pour dire quel est le profil sécuritaire de ma commune, de mon quartier. Et dans mon quartier, qui fait quoi? Et quel rôle chacun doit jouer pour contribuer à la coproduction de la sécurité. Et ça va passer par la mise en place des comités locaux de sécurité, mais qui ne sont pas des comités locaux mis en place en l'air, mais qui auront un certain nombre d'éléments d'appréciation. Si vous prenez par exemple aujourd'hui les unités spéciales de surveillance des frontières dont vous avez parlé, c'est des policiers. Mais aujourd'hui, ils ont un plan de travail qui leur permet d'assister les populations dans la scolarisation, de les suivre au niveau de la santé, de les aider. Et on a mis en place des systèmes qui font que les populations vont naturellement vers ces policiers-là. Par exemple, pour aller charger leur téléphone, ils vont directement au commissariat parce qu'il y a des bornes de chargement de téléphone. Ça crée une forme de collaboration, de rapprochement entre ces populations et ça permettra donc à terme de développer ce que nous appelons le renseignement territorial. C'est que les populations auront de l'information. D'ailleurs, avec les menaces actuelles, les populations sont les premiers à être au contact des menaces. Et ce sont ces populations qui peuvent servir de couloir de transmission et d'information pour ces policiers. Donc, je pense que tout est possible. L'essentiel, c'est de pouvoir démarrer et mettre en place une politique claire avec un plan d'action approprié. Alors, vous avez commencé donc à l'évoquer il y a un instant, M. Tometi. Est-ce que la ressource humaine aujourd'hui, au niveau des secteurs sécuritaires, permet donc d'atteindre l'objectif tel que évoqué ou développé par M. Baglou? Moi, j'ai observé une chose en faisant le terrain avec la BGF, en ce qui concerne l'expérimentation des plans locaux de sécurité sur Kétou et Miki. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Quand vous allez discuter avec les gendarmes, ils vont vous dire nous avons un problème d'effectifs. Quand vous allez voir la police, on vous dit la même chose. Vous allez voir les forestiers, la même chose. Vous allez voir les douaniers, la même chose. Alors, je me suis dit à un moment donné, mais il y a un problème. Parce que c'est sur le même budget de l'État que tous ces corps-là sont payés pour produire de la sécurité dans le milieu. Alors, s'il y avait un programme de convergence, une coopération intensive entre tous ces corps, en faisant ensemble, on va réduire le manque d'effectifs. Chacun veut aller seul pour aller produire sa sécurité. Ça ne marche plus aujourd'hui. Donc, il faut repenser notre système sécuritaire. Le Bénin n'a pas un problème d'effectifs, mais on a un problème de qualité de la gouvernance sécuritaire. Et je m'explique. Quand vous allez dans les conseils de village et de quartier, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous avez des conseils dormants. Alors que les premiers acteurs de la production de la sécurité dans nos pays, c'est le bon fonctionnement d'un conseil de village, conseil de quartier, où dans ces conseils-là, vous avez un monsieur qui s'occupe par exemple des équipements marchands, un monsieur qui s'occupe de la jeunesse, un monsieur qui s'occupe des infrastructures publiques pour éviter qu'il y ait des actes de vandalisme sur ces infrastructures. Un monsieur qui va s'occuper de tout ce qui se passe dans les bars, les buvettes, les restaurants, etc. Donc, on répartit les fonctions sécuritaires entre les conseillers du village ou de quartier. Mais lorsque vous avez un conseil d'arrondissement, un conseil de village qui s'est réuni pour la dernière fois il y a 3 ans,
quelle sécurité vous avez? Ah, mais c'est la faute à qui? C'est la faute au gouvernement, c'est la faute à notre conception et d'une décentralisation qui est perchée. On ne voit que les maires, les conseils communaux et les bureaux de mairie. La décentralisation doit cette fois-ci descendre dans les villages et les quartiers si vous voulez produire de la sécurité. Vous pouvez multiplier les équipements des hommes en uniforme. Si vous n'avez pas des conseils de village et de quartier qui fonctionnent bien, vous n'avez aucune sécurité de qualité. Un autre élément de faiblesse de notre système sécuritaire, c'est que, quand on parle de sécurité, c'est que là, il faut faire la géographie de la sécurité. On devrait pouvoir avoir la cartographie des zones à risque, la cartographie des périodes à risque, la cartographie des événements à risque. Vous pensez que ça n'existe pas? Oh, mon Dieu. Il y a un plan de politique. Vous prenez chaque commune, laissons tomber. Ce que je vous dis, je parle très sérieux là. Hein? Et on devrait avoir ce genre de cartographie au niveau de chacune de nos communes. Mais ça ne peut pas être rendu public parce que ça relève de la sécurité. Oh, vous savez, en matière de sécurité, vous avez à peine 1% des informations qui relèvent du secret défense. C'est parce qu'on a passé tout le temps mystifié aussi autour de ces questions-là, où tout est rendu secret. C'est ça l'Afrique. Quand on veut tromper, on veut mystifier. C'est parce que nous avons une sécurité aussi qui est basée sur l'insémination de la peur. Il faut faire peur. Mais quand vous faites peur, vous créez une relation de méfiance. Et vous ne pouvez pas avoir accès à de l'information fiable lorsque vous faites peur. Ce n'est pas la construction de la confiance qu'on construit un système de renseignement de qualité. Vous prenez la ville de Cotonou par exemple. Vous avez une juxtaposition de système de renseignement. Ça ne marchera jamais la lutte anti-braquage. Parce que la police a son système d'information à part, la gendarmerie à part, la douane à part, sur la même ville. À quel niveau on coordonne tout ça pour définir une stratégie commune de lutte contre la criminalité? Peut-être le service de renseignement. Laissons tomber. Un autre aspect très important de notre faille sécuritaire, c'est que on n'enseigne pas la sécurité, ce que c'est, quel est le comportement qui produit l'insécurité dans nos écoles. Ça, c'est une faille extrêmement grave parce que la troisième guerre mondiale est déjà en cours. Cette guerre, ce n'est plus la guerre symétrique, le corps à corps, c'est la guerre asymétrique où vous voyez des enfants de 8 ans à qui on pose des ceintures explosives qui s'en vont faire péter un stade ou un marché avec des dizaines de morts. Vous comprenez? Donc il faut faire de la sécurité, non plus l'affaire des hommes en uniforme, mais un produit consommable pour tous. Et quel que soit le secteur, on doit faire une analyse des implications sécuritaires de tout ce qui se fait. Et au Bénin, nous n'avons aucun outil d'évaluation sécuritaire stratégique. Vous prenez Semekoji, la zone franche industrielle. Allez leur poser la question s'il existe une étude d'impact sécuritaire de ça. Allez au stade de Kourounou, demandez s'il existe une étude d'impact sécuritaire du stade. Vous n'en trouverez pas. Allez demander une étude d'impact sécuritaire concernant le marché de Dantokpa. Vous n'en trouverez pas. Vous voyez, les gens parlent de sécurité, mais il faut mettre maintenant la balle à terre. Il faut décloisonner pour que les civils aussi apportent leur regard sur ce que c'est que la sécurité. Alors, M. Bassel Baglo, qu'est-ce que la sécurisation des espaces frontaliers présente comme enjeu aujourd'hui pour le Bénin? Vous savez que le dernier scan aérien a montré que 80% des richesses de sous-sol du Bénin se trouvent sur les frontières. Le fer de Madékali, le coltan à Tui, et le lithium à Kamana, etc. Si les zones frontalières continuent de rester des zones marginalisées, des zones enclavées, qui n'ont pas accès au Bénin, qui sont tournées vers les pays voisins, ça va être des formes d'insécurité déjà dans ces zones. Parce que ces personnes vont, avec leurs frères de l'autre côté, faire ce qui a été fait pendant longtemps pour que nous ayons 11 villages béninois administrés par le Nigeria de 60 à 2015. Ça signifie quoi? C'est tout simplement que si nous ne donnons pas le minimum vital à ces populations n'auront pas la fierté d'être béninois et ne pourront pas contribuer à promouvoir la sécurité dans notre pays.
Merci donc à vous, Marcel Baglo. Merci donc également au professeur Simon Narcisse Tometti. Donc, expert en réforme du secteur de la sécurité. Ce sera donc tout pour la première partie de cette émission. Nous retrouvons donc pour la deuxième partie juste après le flash. Amnesty International accuse les forces gouvernementales soudanaises d'avoir procédé cette année à plusieurs attaques chimiques qui ont tué des civils dans une zone montagneuse du Darfour, dans l'ouest du Soudan. Dans un rapport publié jeudi, l'ONG affirme qu'au moins une trentaine d'attaques à l'arme chimique ont été perpétrées entre janvier et septembre sur des villages de la région du Djebel Mara dans le cadre d'une vaste campagne militaire contre les rebelles. Le peuple israélien se prépare à se recueillir sur la dépouille de Shimon Peres et à recevoir les dirigeants de la planète aux obsèques du prix Nobel de la paix et ancien président, figure historique décédé mercredi à 93 ans. La vague d'émotion qui a déferlé sur Israël s'est prolongée jeudi quand le corps de Peres a été exposé pendant 12 heures à l'extérieur du Parlement à Jérusalem pour que les Israéliens disent adieu à Shimon. Le président philippin Rodrigo Duterte a affirmé mercredi sa volonté de mettre fin aux exercices militaires conjoints avec les États-Unis, ce qui pourrait refroidir encore plus les relations entre les deux pays, alors que Duterte avait qualifié Barack Obama de fils de pute. Il s'exprimait à l'occasion d'une visite de 2 jours au Vietnam en présence de plusieurs centaines d'expatriés philippins. Voilà, mesdames, messieurs, le débat se poursuit sur 6 cas. Le langage de la guerre comporte une double articulation. Alors, la première, la plus importante comme cause profonde de la guerre nomade d'Afrique de l'Ouest et la plus déniée par les acteurs gouvernementaux internationaux, oppose la capitale et son hinterland, comme nous l'avons souligné au cours de cette émission. Ceci, et cette attitude dualité purement spatiale devient politique entre l'État et ses périphéries insoumises. Et également, elle reflète surtout la différence de peuplement, les élites allogènes et les natives. Ainsi, chaque jour naissent de nouvelles frontières que s'épuisent à cartographier, comme l'a souligné le professeur Narcisse Tometti sur ce plateau, militaires, agences, tout comme les ONG et les médias également. Or, ici, plus qu'ailleurs, le territoire des groupes mouvants et fluctuants nécessite tout autant de l'attention, sans quoi, attention, que faire? Je vous propose donc de retrouver le débat juste après cette transition. Le débat, c'est toujours avec Marcel Haïté Baglo, universitaire, directeur général de l'Agence béninoise de la gestion intégrée des frontières, et Simon Narcisse Tometti, universitaire, géographe institutionnaliste, expert en réforme du secteur de la sécurité. On était donc aux enjeux que présente la sécurisation des espaces frontaliers, surtout pour le pays, le Bénin. Simon Narcisse, vous avez une réaction à propos? Vous savez, les espaces frontaliers au Bénin sont des espaces de concentration des ressources nationales et des richesses nationales. En dehors des ressources minérales, nous avons plus de 2/3 de la production cotonnière dans cet espace. Et quand vous prenez ces Mekpodi plus Grand Popo, ça veut dire que nous avons, qui font partie des 36 communes frontalières du Bénin, ça veut dire qu'une bonne partie de la façade maritime du Bénin se trouve aussi dans les zones frontalières. En dehors de ça, nos parcs W et de la Pingari se trouvent dans les zones frontalières. Donc on ne peut pas parler d'éco-développement ou d'écotourisme sans parler des frontières. En dehors de ça, quand vous prenez la superficie du Bénin, vous allez constater que les 36 communes frontalières du Bénin, c'est-à-dire les 36 qui ont une ouverture sur les pays voisins, dont 18 sur le segment du Nigeria et les 18 autres partagés entre le Niger, le Burkina et le Togo, c'est là où vous avez plus de superficie. Les 2/3 de la superficie du Bénin se trouvent aussi concentrés dans les espaces frontaliers. Maintenant, c'est que dans ces espaces-là, l'État a fait un effort au cours de ces dernières années, depuis la création de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Mais toujours est-il dit que les efforts qui sont faits sont encore très insuffisants, parce que les ministères sectoriels n'ont pas encore suffisamment intégré l'effort qu'il faut faire pour accompagner la politique de développement des espaces frontaliers.
Vous prenez la santé, la santé a encore des efforts à Donc faire. pour vous, ça présente un enjeu fondamental que de sécuriser les espaces frontaliers. Alors, est-ce qu'à partir de cet instant, M. Baglo, vous voyez les guerres ou les conflits armés comme une certaine réorganisation de la politique de post-coloniale, de durée séculaire, vers des formes autochtones de l'État? Non, pour nous, en fait, les guerres autres que nous avons aujourd'hui sont premièrement liées à ce qu'on a appelé l'oubli, la marginalisation de ces espaces-là. Vous ne voyez pas ça comme une réorganisation? Non, ce n'est pas une réorganisation. Puisque nous avons l'OUA et les pays africains ont en 63 pris une option qui est claire, c'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. C'est-à-dire, les frontières héritées de la colonisation sont des frontières intangibles. On ne doit pas les changer. Et ça a été un principe fort, un principe fondateur de l'OUA et de l'Union africaine. Après cela, les populations qui sont de part et d'autre des frontières, qui se sentent souvent marginalisées, nourrissent de la frustration. Et quand la frustration domine, ça devient des révoltés. Et ces révoltés vont vers la rébellion. Et maintenant, ceux qui veulent manipuler sur le plan politique profitent de ces états d'âme pour récupérer ces populations-là. Un terroriste, quand il arrive, il regarde ce qui manque à la population et commence par se positionner en messie, gagner leur confiance, et quand il sent qu'il a bien gagné la confiance de ces personnes, et qu'on ne va pas les manipuler. C'est ça, c'est comme ça que naît le terrorisme. C'est quand on parle de l'extrême pauvreté qui amène la frustration qui amène des révoltes, et quand vous êtes révolté, que vous avez quelqu'un pour vous accompagner, vous allez vers la rébellion. Vous allez voir que toutes les rébellions nées sur les frontières sont nées sur un terreau de pauvreté, un terreau de frustration et sur un terreau. C'est pourquoi le Bénin, en optant pour la lutte contre la pauvreté dans les espaces frontaliers, en optant pour la sécurisation des espaces frontaliers, n'a pas contribué à réduire donc l'insécurité dans ces espaces. Et pour compléter cela, le Bénin est en train de développer maintenant un outil, le plan local de sécurité, qui permet donc d'associer ou d'impliquer toutes les parties prenantes dans la coposition de la sécurité. Ça signifie qu'aujourd'hui, dans les communes où nous travaillons, Kétou et Niki, nous avons attiré l'attention du conseil communal sur la non-fonctionnalité des conseils d'arrondissement et des conseils de village. Nous portons un appui pour la dynamisation de ces instances-là. Et aujourd'hui, il y a des villages déjà qui, on commence par faire la liste des habitants, la liste des étrangers, la liste des nouveaux arrivés, et le comportement même de certains sont suivis. Donc, c'est ça que nous faisons. Et je dis qu'au niveau du Bénin aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font, puisque le Bénin est devenu presque un modèle. Tous les pays africains viennent ici, comme on le dit, en pèlerinage. Parce qu'en 4 ans, de 2012 à 2016 par exemple, sur l'effort propre du gouvernement béninois, nous avons pu construire 27 commissariats et postes avancés sur les frontières. Et ça a apporté aux populations de la sécurité. Les populations sont maintenant fières de taper sur leur poitrine pour dire nous sommes des Béninois. Avant, ce n'était pas possible. Nous avons construit 4 bases des USF. Bases des USF, c'est presque de petits camps pour ces policiers qui sont aux côtés des populations. Et pour les appuyer, pour les mettre ensemble, nous avons donc construit environ 18 brigades de gendarmerie, des postes avancés. Et on a équipé en moto, on a équipé en matériel roulant, tout ce matériel. Ça leur a permis quoi? Ça leur a permis maintenant de s'approcher des populations. Et les programmes qui payaient des impôts aux rois des autres pays, qui payaient des taxes aux policiers des autres pays, sont aujourd'hui sous contrôle de notre pays. Nous avons électrifié par des kits solaires près de 2000 ménages dans ces zones-là. C'est comme travail que l'Alliance fait donc, au niveau du Bénin pour la sécurisation de l'espace frontalier. Alors, M. Tometi, si vous estimez que les conflits armés ne sont pas une certaine réorganisation post-coloniale des États autochtones, alors quelle est la logique qui sous-tend ces conflits? Non, disons que les conflits armés d'aujourd'hui découlent de 3 facteurs déterminants. 1. La politique et les politiciens. Vous savez, vous avez beaucoup de groupes armés
qui sont nés à partir des manipulations des acteurs, pas politiques, des politiciens, je dirais. Ceux qui font de la politique une carrière. C'est eux qu'on appelle les politiciens. Okay? L'acteur politique, c'est le politicien qui est aux affaires, qui gère la politique de l'État. Donc, les politiciens eux-mêmes sont les premiers producteurs des mouvements de rébellion. Parce que c'est eux qui financent et arment les groupes armés. Et pour le faire, ils sont de connivence avec des trafiquants de luxe. C'est-à-dire certains opérateurs économiques à qui on accorde des facilités pour faire circuler la drogue, les armes, les mines. Donc, parce qu'il faut de l'argent pour soutenir l'effort de guerre. Donc, il y a aussi certains opérateurs économiques de luxe là, qui sont fortement impliqués dans les trafics, peuvent importer aussi des produits chimiques dangereux. Il y en a plein dans tous nos pays, vous en connaissez vous-même. Un troisième élément important, c'est la pauvreté. La radicalisation provient souvent de la pauvreté avec des messages de manipulation venant des politiciens et des trafiquants de luxe. Alors, la guerre d'aujourd'hui et de demain, ce n'est plus la guerre entre les États. Le risque d'avoir un affrontement entre États est très faible aujourd'hui en Afrique de l'Ouest en tout cas. Par contre, la guerre entre les États et des groupes armés, ça va s'amplifier. La troisième guerre mondiale sera une guerre basée sur ce qu'on a appelé la guerre asymétrique. Lorsque vous parlez de groupes armés, je prends par exemple le cas du Mali, où depuis quelques années déjà le conflit dure. C'est les Peuls qui réclament le désert pour leur appartenance et l'État malien ne reconnaît pas ça. Alors est-ce que vous ne pensez pas là qu'on est dans une certaine réorganisation du territoire? Non, le Mali est à sa troisième rébellion. Moi, au cours de la deuxième rébellion, moi j'étais déjà dans les lacs Tanda et Kabara, dans Tombouctou. Hein? Le Mali est dans sa troisième rébellion et cette troisième rébellion va durer des décennies. Parce que c'est une rébellion qui a pour fondement non pas seulement une revendication identitaire basée sur le Touareg, le désert, l'ethnie, non. Ça a un fondement économique. Parce que l'État n'a pas les moyens de pouvoir sécuriser ce grand désert, c'est pas possible. Et les désertiques maîtrisent mieux le désert que l'État. Et du coup, c'est le lieu de toutes sortes de trafic de cigarettes, d'armes, de drogue. Et c'est à cause de ça que ça va durer. Et le problème pour le Mali, c'est aussi l'échec de la décentralisation. Parce que quand vous allez à l'intérieur du Mali, vous dites, parce qu'ils ont créé trop de communes, hein, et des communes qui ont une très faible viabilité sur le plan institutionnel, sur le plan économique. Hein, les jeunes n'ont pas d'emploi de proximité. Vous voyez? Donc, il ne faut pas seulement voir cette guerre-là comme une affaire de terroristes. Non, les gens veulent en finir avec l'État parce que l'État a été pendant très longtemps absent dans ces territoires. Il faut faire en sorte que l'État soit présent. Bon, ce serait votre dernier mot. Est-ce que vous pensez que la maîtrise aujourd'hui des espaces frontaliers peut amener à résorber cette crise que traverse le Mali? Mais très bien. Si je prends le cas de l'expérimentation que nous sommes en train de faire au niveau de la BGF, quand vous prenez Kétou et Niki aujourd'hui, vous avez le profil sécuritaire de chacun des villages et de chacun des quartiers. Et sur chacun des quartiers, chacun des villages de Kétou, de Niki, vous connaissez les sources de l'insécurité. Quand vous connaissez les sources de l'insécurité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous savez, la thérapie, c'est la thérapie sécuritaire à mettre en place pour soigner cette insécurité. Ça veut dire que c'est possible ailleurs? C'est possible. Donc, c'est une démarche que nous sommes en train de développer ici. Le savoir-faire sera affiné d'ici 6 mois et le Bénin sera champion pour la mise en place de plans locaux de sécurité à vocation multiple. Voilà. Monsieur Marcel Baglou, vous pensez qu'un jour l'Afrique peut véritablement finir avec ces conflits frontaliers? Oui, quand l'Afrique va finir de faire de fonctionner dans la routine, quand l'Afrique va finir de copier l'Occident et que l'Afrique va pouvoir se fonder une philosophie et une orientation, on finira avec. Quand l'Afrique va comprendre que ses forces sont au niveau de ses citoyens et non au niveau des groupes spécialisés, on va finir avec. Et nous avons des exemples. Si vous allez aujourd'hui au Rwanda, vous allez voir que le Rwanda a pris l'option. L'option de coproduire la sécurité. L'option de décloisonner
tous les éléments de sécurité, de décloisonner même le commandement. Et au niveau de la décentralisation, le Rwanda a commencé après nous. Mais le Rwanda est en avance parce que même au niveau de la déconcentration budgétaire est le début de la réussite de cet événement. Aujourd'hui, nous concentrons tout au niveau central. Et enfin, ce qui est très important pour nous, c'est de finir avec la concentration du développement au niveau du centre et de penser à la périphérie. Le Bénin peut pas longuement passer à la périphérie, mais c'est encore très faible au niveau des ministères sectoriels. Merci donc à vous, Marcel Baglou, directeur général de l'Agence béninoise de la gestion intégrée des frontières, et également à vous, Simon Narcisse Tombeti, géographe institutionnaliste, expert en réforme du secteur de la sécurité. Merci donc d'avoir partagé vos points de vue sur la sécurisation des espaces frontaliers en Afrique et surtout au Bénin. Quels enjeux donc pour le pays? Ce sera donc tout pour l'émission Angle de vue de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.